Bonjour à tous et merci d'être nombreux à suivre notre magazine Entre et Prends. Entre et Prends est un magazine qui reçoit pour vous diverses personnalités de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Ces diverses personnalités qui défileront au fur et à mesure de notre émission seront des gens qui viendront avec divers sujets, notamment sur la politique, sur le sport, sur l'entrepreneuriat et tout ce qu'ils ont à nous présenter de beau et d'intéressant. Ces diverses personnalités, nous allons leur donner l'occasion d'entrer chez nous et de prendre la parole pour parler et dire ce qu'ils ont à annoncer ou à partager avec le grand public que vous êtes. Pour aujourd'hui, je reçois un invité spécial, c'est lui au fait qui ouvre vraiment notre émission et cet invité est un ingénieur pétrolier. Il est déjà sur mon plateau. Sans plus tarder, je m'en vais lui dire bonjour Monsieur Cédric Manouana. Bonjour Madame. Merci d'être venu à notre émission. C'est un plaisir pour moi d'être le premier à entrer et prendre la parole. D'accord. Alors, on va directement aller dans le vif de notre sujet. Vous êtes ingénieur pétrolier en ce moment-ci. Que pouvez-vous nous dire? Comment se porte le secteur des hydrocarbures actuellement? Oui, d'abord j'aimerais donner un peu plus de précision. Je suis ingénieur en exploration et production pétrolière, expert en géophysique pétrolière. Alors, pour répondre à votre première question, je dirais que le secteur pétrolier de la RDC est défaillant parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça ne puisse pas marcher. Mais c'est un secteur qui est prometteur parce que il y a beaucoup de pétrole dans le pays, mais tellement qu'on n'en parle pas, et on ne fait pas trop de promotion sur le secteur et nous ne savons pas. Mais le pays est un pays qui regorge beaucoup, alors beaucoup de pétrole. Oui, généralement on parle de bassins sédimentaires. Je crois que c'est les termes que vous employez pour démontrer que nous avons des bassins pétroliers, assez de pétrole. Mais le bassin de Moanda, je crois que c'est celui-là qui est le plus exploité. Pourquoi est-ce qu'on met beaucoup plus d'attention et d'intérêt dans cette zone par rapport aux deux autres zones restantes? Oui, je pense que d'abord, premièrement, il faut se dire que cette zone, elle est une zone qui est côtière. Parce qu'il y a trois bassins sédimentaires. En RDC, nous avons le bassin côtier, qui a environ 6000 km. C'est là où se situe certains blocs pétroliers de Moanda où on exploite. Il y a la cuvette centrale qui a 800 000 km² et puis la rive ouest du rift est-africain. Alors, depuis longtemps, le seul bassin qui a été productif, c'est celui-là, en RDC. C'est ce qui fait que depuis que la production a commencé là, jusqu'à aujourd'hui, on continue à produire du pétrole dans cette zone. Et je dirais que le pays, d'abord, il n'est pas un pays pétrolier, parce qu'il y a du pétrole, mais on n'exploite pas. Mais il y a une petite guerre entre le pétrole et les mines. Parce qu'avant, les deux secteurs étaient régis par un même texte législatif, c'est-à-dire la loi des mines et des hydrocarbures. Et pour exploiter les mines, ça prend pas beaucoup de temps et puis ça prend pas beaucoup d'argent, beaucoup de finances. Tandis que pour exploiter le pétrole, ça demande des grandes sommes. Raison pour laquelle je me dis que lors de la Deuxième République et même avant, pendant l'époque coloniale, il y a eu une exploitation des mines. Parce que les mines, il y a ce qu'on appelle des mines superficielles qu'on peut facilement creuser avec des matériels. Donc c'est-à-dire vous pouvez aller à quelques mètres, 5-10 mètres, vous pouvez avoir quelques minerais, mais pour le pétrole, ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait une technologie importante, il faut aller vraiment en profondeur et l'exploitation du pétrole, ça demande beaucoup. C'est pas comme dans les mines. Alors, la République démocratique du Congo produit 25 000 barils de pétrole par jour. Comparé à d'autres pays, si on prend notre pays voisin, le Congo-Brazzaville, qui n'a pas cette potentialité de pétrole que nous avons, mais qui produit beaucoup plus que nous. On doit toujours expliquer cela par le fait que nous avons des difficultés pour la recherche, pour l'exploitation. Comment on peut expliquer ce phénomène? Oui, vous avez donné un exemple, vous avez parlé du Congo-Brazza, mais moi je donnerai d'autres exemples. Il y a l'Angola aujourd'hui qui est allé jusqu'à plus d'1 million de barils par jour. Oui. Okay. Le Congo-Brazzaville qui produit environ 11 fois ce que la RDC produit, donc 300 000 barils. Et c'est des pays qui ont investi dans les hydrocarbures, qui ont compris l'importance de ce secteur et ils ont investi. Et
Pour investir dans les hydrocarbures, il faut comprendre d'abord l'importance du pétrole. Le pétrole est la ressource naturelle la plus utilisée dans le monde parce que lorsqu'on regarde ce qui nous entoure, nous trouvons qu'il y a du pétrole. Par exemple, vos vêtements, ils peuvent être fabriqués à base du pétrole. Ah bon? Oui, ma chemise a des boutons en plastique qui sont fabriqués à base du pétrole, les pesticides pour l'agriculture et beaucoup de choses. Et le pétrole, il y a la fraction solide et la fraction liquide du pétrole. Et la fraction solide, liquide et gazeuse. La fraction solide nous permet d'asphalter les routes, le bitume. La fraction liquide nous permet de l'utiliser en tant qu'une source d'énergie, en tant que carburant. Et il y a la fraction gazeuse qui nous permet de faire le chauffage des maisons et tout. Alors, lorsqu'on comprend l'importance du pétrole, on investit. Et ces pays voisins qui sont l'Angola, le Congo-Brazzaville, certains autres pays, ont compris que le pétrole était important, ils ont compris l'utilité du pétrole et ils ont su investir dans cette ressource naturelle pour avoir des retombées. Parce que pour faire appel aux sociétés pétrolières, il faut leur présenter des données qui leur poussent à venir exploiter. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les mines, vous pouvez venir facilement exploiter, vous avez des mines. Mais pour le pétrole, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup d'étapes avant de découvrir un gisement des hydrocarbures. Et ce sont des étapes coûteuses. Et généralement dans le pétrole, on peut dire comme on dit en RDC qu'il y a des bassins sédimentaires, mais vous pouvez exécuter un forage et vous ne trouvez pas du pétrole. Pour trouver l'endroit où il y a du pétrole, il faut vraiment travailler. Et la RDC a ce problème. Elle n'investit pas dans le secteur pétrolier. Et donc, si les investisseurs devraient venir, ils devraient déjà être en possession de certaines données qui leur met en confiance et c'est ce qui leur permettra de venir injecter des capitaux dans le domaine pour qu'eux aussi puissent se retrouver d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Et comme je l'ai dit, il faut connaître d'abord l'importance de cette ressource naturelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays tels que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, qui est le pays ce qu'il est grâce au pétrole. Vous voyez. Alors, qui n'a peut-être pas plus de richesse que nous, la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, il faut investir dans les hydrocarbures. Lorsque vous investissez dans les hydrocarbures, vous allez gagner. Mais il y a un risque. Selon certaines prévisions, d'ici 50 ans, le pétrole ne sera plus utilisé. Ah bon? Et nous avons 3 grands bassins sédimentaires. C'est-à-dire que le pétrole risquerait de pourrir chez nous, dans notre sous-sol, pour rien. Oui. Et le moment de l'exploiter, c'est maintenant. Maintenant qu'il faut exploiter le pétrole. Donc si on investit dans le secteur pétrolier, je vais vous dire d'abord quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu une très grande découverte au niveau du bloc Ngo qui est à Brazzaville, qui se retrouve dans la cuvette centrale. Parce que la cuvette centrale ne se limite pas en RDC. Ça va jusqu'au niveau de la République centrafricaine, jusqu'au Congo-Brazzaville, mais la majeure partie se retrouve en RDC. Et le Congo-Brazzaville a injecté de l'argent dans le secteur des hydrocarbures pour faire une découverte d'un grand gisement dans la cuvette centrale. Parce que nous disons qu'il y a du pétrole dans la cuvette. Oui, c'est vrai qu'il y a des indices d'hydrocarbures, il y a la forme, la structure interne de la Terre qui montre qu'il peut y avoir des hydrocarbures, mais il fallait le prouver. Vous voyez. Et le Congo-Brazzaville a injecté de l'argent dans le secteur des hydrocarbures et plus particulièrement dans la cuvette centrale et ils ont fait une très grande découverte. Et madame, peut-être je vais vous étonner, le résultat, ils ont abouti à ce résultat en se basant sur les études qui ont été faites en RDC. Parce qu'il y a 4 forages qui ont été exécutés dans la cuvette centrale, des forages qu'on appelle stratigraphiques pour voir les différentes couches qu'il y a dans le sous-sol et des forages d'exploration. Et voilà, ils se sont basés sur les études réalisées en RDC et ils ont fait une découverte d'un gisement qui va multiplier leur production x4, vous imaginez. Et donc, comme le pétrole se retrouve, même le pétrole de la République démocratique du Congo, nous en trouvons dans la cuvette centrale, la découverte du Congo-Brazzaville ne profitera qu'au Congo-Brazzaville eux-mêmes, au Congo-Brazzaville eux-mêmes. Moi, je voulais vraiment savoir, notre position géographique, c'est pas aussi un frein au développement de ce secteur des hydrocarbures? Je dirais non. Nous partageons des frontières avec certains pays qui sont peut-être aussi à mesure de réclamer
quelques zones qui contiennent du pétrole. Est-ce que cela ne ferait pas en sorte que nous ne puissions pas aller dans ce sens-là pour exploiter ou mener des études dans ce sens? Oui, je pense que si on doit parler de ça, ça prendra toute une émission. Et j'espère au moins, si vous me recevez pour une seconde fois, je vais parler, parce que lorsque vous parlez de ça, je parlerai par exemple du pétrole entre la RDC et l'Angola, par exemple. Et c'est une parenthèse que je n'aimerais pas ouvrir aujourd'hui. Mais la position géographique de la RDC n'est pas si mauvaise que ça. Parce que si aujourd'hui le Congo-Brazza arrive à exploiter du pétrole dans la cuvette, il sait par où il va passer. Vous voyez, pour l'extraire, aller au niveau de l'océan et puis aller faire le raffinage partout. Alors, si au Congo-Brazzaville, il y a possibilité d'exploiter ce pétrole et de l'extraire, du côté de la RDC, de la cuvette, là nous parlons de la cuvette, il y a possibilité d'exploiter le pétrole et de faire passer par le même canal les mêmes tuyaux qu'on appelle des pipelines pour extraire. Donc c'est une question de négociation entre les deux pays et voilà, tout va aller mieux. Voilà, alors récemment, la RDC a connu une catastrophe naturelle, notamment avec l'éruption du volcan de Niragogo. Nos frères de Goma, plusieurs ont été déplacés. Nous avons aussi connu des cas de décès, donc beaucoup de dégâts matériels et humains. Mais les experts disent que le lac qui est au pied du volcan du Niragongo pourrait aussi se réveiller et dégager du gaz, je crois, si vous connaissez le gaz méthane ou carbonique, qui pourrait être néfaste pour la vie des habitants de ce coin. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Pourquoi est-ce que le gaz n'est pas exploité? Pourquoi la République démocratique du Congo ne s'y met pas pour dégazer le lac? Je pense que c'est une question de politique. Il faut qu'il y ait une bonne politique pétrolière et tout revient sur l'importance et l'utilité de cette ressource naturelle. Parce que je vous ai parlé du gaz qui fait partie des hydrocarbures. Et concernant cette catastrophe naturelle, d'abord je suis de cœur avec la population de Goma et le risque est grand parce que vous savez, parmi les 6000 volcans actifs dans le monde, le Niragongo figure dans la liste des 4 volcans les plus, comment je pourrais dire, les volcans les plus dangereux. Parce que c'est un volcan où il y a un lac de lave. Et la ville de Goma est située sur ce lac de lave. Alors, lorsqu'il y a éruption volcanique, après, vous avez écouté, on a parlé de tremblements de terre, de séismes. C'est vrai qu'il y a des séismes. Et vous avez constaté, et nous avons tous vu, au niveau des informations sur Internet, qu'il y a eu la fracture, une certaine fracture du sol. C'est ce que nous appelons une ouverture en fait de la terre, de la croûte terrestre. Alors, c'est à travers ces ouvertures que la lave trouve un chemin pour monter, parce que vous savez que la nature a horreur du vide. Alors, si je parle d'abord de ce qui s'est passé au niveau du Cameroun, le lac Nyos. Le lac Nyos a explosé, il y a eu une éruption qu'on appelle une éruption limnique, c'est-à-dire le gaz qui s'est mis ensemble, le gaz qui a eu une forte concentration et qui devait s'échapper. Il y a des hypothèses qui disent qu'il y a eu un grand bloc de roche qui est tombé et puis le gaz s'est échappé. Mais le lac Tanganyika, le lac Kivu est plus grand que le lac Nyos au Cameroun. Et la concentration du gaz est tellement élevée qu'un jour nous pouvons assister d'abord à un phénomène d'éruption limnique, c'est-à-dire le gaz qui s'échappe brutalement, ou soit encore pire, le jour où la fracture sous le lac sera grande et que la lave arrive à monter en surface, mais ça sera une catastrophe. C'est-à-dire que nous sommes donc en danger permanent. Danger permanent. Et il faut exploiter ce gaz, mais l'exploiter de manière appropriée. Parce que c'est un gaz qui est stratifié, c'est-à-dire qu'il y a différentes couches. Et il y a la couche, bon, je peux donner un exemple pour mieux illustrer par un exemple. Vous voyez, lorsque vous avez une bouteille de champagne, le bouchon qui est au-dessus maintient la pression
dans la bouteille. Et lorsque vous secouez le bouchon, vous secouez la bouteille et vous enlevez brusquement le bouchon, ce qui se passe, c'est que le gaz monte. C'est ce qui peut arriver. Et j'ai vu, je pense que j'ai suivi sur YouTube, sur Internet, vous pouvez aussi voir, lorsqu'il y a eu éruption volcanique, il y avait sur le lac du feu, l'incendie. Et même dans la ville, il y a un monsieur qui était en train de balancer, je ne sais pas si c'était quoi, sur le mur et ça donnait du feu, c'est-à-dire il y avait du méthane. Alors ce méthane doit être exploité, mais bien exploité. Et il faudrait que la République démocratique du Congo et la République du Rwanda se mettent ensemble pour qu'il y ait une bonne exploitation dans les normes, afin que ça ne puisse pas causer des dégâts. Parce que si on l'exploite mal, d'abord, les différentes couches de gaz qu'il y a dans le lac peuvent bouleverser le fonctionnement du lac. Le lac peut être pollué par ce même gaz. Et il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc le lac Kivu, le gaz méthane du lac Kivu doit être exploité. Et là j'en profite pour féliciter son excellence Didier Boudimbu, l'actuel ministre des hydrocarbures, qui s'est rendu sur place et qui a compris l'importance de cette exploitation et le risque que court toute cette population de Goma et qui allait sur terrain. Et je pense que avec lui, il y a de l'espoir et quelque chose sera fait. Voilà, donc nous en arrivons à ce que j'allais dire. Ça va faire des décennies. Nous avons eu des ministres qui sont passés et repassés. Nous n'avons connu aucune amélioration du secteur des hydrocarbures. Nous sommes allés de promesse en promesse. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre, jeune. Vous avez confiance en lui? Oui, j'ai confiance en lui. C'est vrai que je ne le connais pas personnellement. Mais je pense que dernièrement, nous avons même suivi le match de la Ligue des Champions, la finale. Et j'ai été étonné, à la mi-temps et à la fin du match, il y a eu un spot sur les potentialités pétrolières de la RDC. C'est une première. C'est une première, oui. Et quand je vois ce genre d'action, je me dis qu'il y a quand même de l'espoir. Je me dis qu'il y a de la volonté maintenant et j'espère que les choses vont changer. Et c'est le souhait de tout ingénieur pétrolier. Voilà. Alors nous allons donc suivre ce spot et après nous allons revenir pour continuer notre émission. Voilà. C'est la terre du gaz et du pétrole, un potentiel immense réparti dans 3 bassins sédimentaires. Le bassin côtier d'environ 6000 km², le bassin de la cuvette centrale d'une superficie d'environ 800 000 km². Subdivisé en 32 blocs pétroliers, ce bassin de la cuvette centrale offre un environnement presque unique au monde en matière d'exploitation pétrolière. En son sein, plus de 4 sortes de roches-mères et une épaisseur des sédiments allant jusqu'à 12 km, au-delà des indices d'hydrocarbures localisés dans toutes les zones potentiellement riches en hydrocarbures. Ce bassin contient plusieurs milliards de barils de pétrole capables de placer la RDC parmi les producteurs principaux mondiaux de pétrole, ainsi que le bassin de la branche ouest du rift est africain avec ses 66 milliards de mètres cubes de réserves de gaz méthane. La RDC est la nouvelle destination des investissements en hydrocarbures. Bienvenue en RDC, le futur leader du pétrole en Afrique. Voilà, vous venez de suivre ce spot réalisé par des experts en la matière et la cellule de communication du ministre Didier Boudimbu. Mais M. Cédric Manona, le ministre, a reçu une délégation d'entrepreneurs qui sont venus avec un projet pour exploiter le gaz au niveau du lac Kivu pour enfin permettre à ce qu'il y ait de l'électricité en permanence dans ce coin. Et on va, après votre réponse, suivre ce petit extrait, ce petit élément. Vous pensez que c'est quelque chose de bien, c'est-à-dire que déjà, on est en voie de pouvoir exploiter le gaz méthane, ce que l'on réclame pendant des années. Oui, mais je pense que ce projet ne date pas d'aujourd'hui. En 2013, on en a parlé. Je pense que l'année passée ou l'année écoulée, on en a encore parlé. Et je pense que son excellence, comme j'ai dit, qui a cette volonté, j'ai senti cette volonté en lui de faire évoluer ce secteur. Et je pense que les retombées seront positives. Avec ce risque que court toute la population de Goma, je pense que cette fois, le projet sera mis en place. Et il y aura au moins une exploitation responsable de ce lac. Et les retombées seront positives d'abord du point de vue environnemental.
et la population sera servie en électricité, mais il y aura aussi des retombées économiques pour la RDC. C'est un avantage. Et bon vent à notre ministre Didier Oudimou. Je vous laisse en compagnie de ce petit élément pour voir comment est-ce que les avancées sont déjà en cours par rapport au ministère des Hydrocarbures. À Goma, où séjourne le ministre des Hydrocarbures en compagnie des experts en matière de volcans ainsi que le scientifique français, le professeur Michel Albouache, le patron des hydrocarbures, avec sa délégation a débuté l'étude de faisabilité avant le lancement du travaux de dégazage du golfe des Kabouno dans le lac Kivu. Des deux côtés du golfe, il y a des montagnes. Donc, s'il y a une explosion gazeuse du type du lac Nyos, le gaz, qui est beaucoup plus lourd que l'air, va glisser comme de l'eau et va suivre la route de moindre hauteur. Ça ne se trouve pas très loin, le lac à ce niveau c'est à peu près 119 à 200 mètres. Et par rapport au Grand Lac, c'est 485 mètres de profondeur, mais ici c'est très bas. Et vous pouvez trouver le dioxyde de carbone jusqu'à 11 mètres, vous avez le dioxyde. Alors, puisqu'on ne peut pas commencer à exploiter le gaz méthane là-bas sans avoir vidé ici, sinon ça va constituer un autre risque. Il faut nécessairement qu'on puisse dégazer ce golfe, sinon il pourrait y avoir des risques d'explosion. En plus, le volcan Nyamulagira est non loin et qui est toujours actif. Donc admettons que ce volcan puisse entrer en éruption, on va perdre une grande partie de la ville de Goma. Parce que comme vient de l'expliquer le professeur, c'est quelque chose de très dangereux que nous prenons au sérieux. Le chef de l'État le prend vraiment au sérieux. Le Premier ministre, nous sommes venus avec lui et il m'a chargé de ne pas rentrer à Kinshasa mais de rester ici pour surveiller ce qui doit être fait. Nous sommes venus sur le terrain, on a vu la station pilote que le prof Michel a eu à faire, elle est bien là, elle fonctionne déjà. Mais à elle seule, elle ne pourra pas dégazer. Donc il faudra qu'on puisse revenir ici, d'ici là, avec le prof Michel pour qu'il puisse mettre d'autres stations et finaliser le travail qu'il a commencé. Le dégazage de ces golfs constitue une des priorités du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du gouvernement Samalou Kondé qui sont préoccupés par la détresse de populations causée par l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma. Alors, ingénieur Cédric Manona, aujourd'hui nous avons vu naître l'ordre des géologues. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale et aujourd'hui nous savons qu'il y a des géologues qui sont en train d'évoluer un peu comme l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers. Je pense, dans ma tête, que c'est un peu dans ce sens-là. Est-ce que l'ordre des géologues reçoit aussi les ingénieurs? Vous, ingénieurs pétroliers, vous êtes dans cet ordre aussi. Y a-t-il une différence entre les géologues et les ingénieurs pétroliers? Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement? Oui, je pense que vous avez parlé de l'ordre des géologues, mais nous sommes des ingénieurs pétroliers. Je pense que nous sommes tous au courant. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a l'ordre des ingénieurs civils. Oui. Oui. D'abord, je salue cette initiative, les géologues qui se sont organisés ensemble pour avoir obtenu cet ordre et puis le présenter au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est quelque chose que je félicite, mais je pense que nous ne sommes pas concernés parce que c'est vrai que pour arriver à découvrir le pétrole, les géologues ont un très grand rôle à jouer. Ouais. Ils ont un très grand rôle à jouer parce que d'abord le pétrole est une roche sédimentaire. C'est une roche liquide, la seule roche liquide qui existe. Et lorsqu'on parle de géologie, on parle dans la géologie, on voit généralement les roches. Vous voyez. Et nous sommes du côté pétrolier. C'est-à-dire pour arriver à découvrir un gisement des hydrocarbures, il faut que les géologues soient là. Mais dans la firme pétrolière, dans le secteur pétrolier, il y a des segments. Il y a l'amont et l'aval pétrolier. Si les géologues interviennent lors de l'exploration et de la production pétrolière, ils seront limités quelque part. Vous voyez? Parce que vous devez intervenir dans oui, quoi? Oui. Je vais d'abord donner un exemple. Vous savez, lorsque nous avons étudié à l'université, parce que moi j'ai fini à l'université de Kinshasa, nous avions des cours communs avec les géologues. Ce qui fait que nous ayons une connaissance de la géologie. Mais arrivé en 3e graduat, nous avions eu des cours tels que la géophysique que les géologues ont eu à apprendre en première licence. C'est-à-dire, nous explorateurs, nous avons eu la géophysique en G3, en première licence et en 2e licence. Ce qui fait que moi aujourd'hui, je sois un
géophysicien. Vous voyez que que ma spécialité soit la géophysique. Alors, si on nous mettait sur terrain avec les géologues, ils apporteront beaucoup, comme je le dis, mais du point de vue de géophysique, ils seront limités. Vous voyez. Et du point de vue de la production, ils seront là parce que lorsqu'on arrive à forer, on fait ce qu'on appelle un carottage, on sort des parties de roches. Le géologue peut facilement dire que ça c'est telle roche, que moi je peux dire aussi, parce que nous avons suivi le même cursus, les mêmes cours. Mais lorsqu'il faudrait aller à la production, la mise en production, le géologue ne se retrouve plus. Donc, il s'arrête là. Là, c'est l'ingénieur. Et là, c'est pour l'amont pétrolier, parce qu'il y a des segments dans le secteur pétrolier. Et quand on va à l'aval maintenant, il y a des ingénieurs qui sont des experts en pétrochimie. Oui, et raffinage. Ça va faire vraiment un grand débat pour une très grande émission spéciale. Ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment une grande différence entre le fait d'être géologue et ingénieur pétrolier. Moi, je pensais que vous auriez pu vous mettre ensemble parce que là où les géologues sont limités, les ingénieurs pourraient intervenir, mais si je pense que vous êtes limité, c'est-à-dire que vous aussi, vous devez normalement avoir votre ordre à vous-même. Oui, nous devons avoir un ordre. Et s'il vous plaît, je devais ajouter une petite précision qui est importante, parce que là, j'ai parlé de l'amont, dans l'aval, j'ai parlé que du raffinage et pétrochimie et tout, mais il y a la commercialisation, aujourd'hui les stations d'essence, il y a la logistique. Vous voyez. Ça entre dans l'ordre de l'ingénierie. Non, ça c'est la partie des ingénieurs pétroliers. D'accord. Là, on ne retrouve pas les géologues. Raison pour laquelle je dis, je félicite encore une fois, et je reconnais le noble travail des géologues, mais nous, en tant qu'ingénieurs pétroliers, je pense que nous ne faisons pas partie de cet ordre, et nous devons travailler pour que nous puissions avoir un ordre des ingénieurs pétroliers. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Alors, maintenant, on va aller un peu parler de cette guéguerre qui existe entre vous, les pétroliers, et les environnementalistes. Vous avez tendance à vouloir exploiter certaines aires protégées que les environnementalistes ne veulent vraiment pas entendre parler de vous dans ces aires, mais vous insistez parce que vous dites que c'est des endroits que l'on doit exploiter parce qu'ils contiennent beaucoup de pétrole. Comment gérer cette situation ? Oui, moi je pense que la RDC a un problème, vous voyez. C'est-à-dire, s'il y a une entente entre Congolais, tout ira de l'avant. Il y a une mésentente entre le ministère des hydrocarbures et le ministère de l'Environnement. Par contre, ce qui devait être fait, si je peux prendre un exemple du parc national des Virunga, où il y a du pétrole qui peut être exploité, mais nous devons nous mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes qui réduisent le risque. De toutes les façons, les risques zéro n'existent pas. Je peux même vous dire que l'agriculture pollue. Okay. L'agriculture pollue. Pas plus que le pétrole. Mais ça pollue. Comme j'ai dit que le risque zéro n'existait pas, mais l'agriculture pollue aussi. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Se mettre ensemble. Le ministère des hydrocarbures ramène ses experts. Le ministère de l'Environnement ramène ses experts. Ils discutent sur les méthodes qui doivent être utilisées pour cette exploitation. Ils se mettent ensemble et le ministère de l'Environnement est là comme un gendarme pour dire « Écoutez, n'arrivez pas jusqu'à tel niveau. » Ouais. Et je pense que si ils se mettaient ensemble, quelque chose de positif pourra aboutir en fait. Voilà. Alors parlez-nous un peu du plan de relance que vous avez initié. Vous êtes un groupe qui avait réfléchi sur le plan, sur comment relancer le secteur du pétrole en RDC. De quoi parle-t-il en résumé? En résumé, je vais parler de 5 points qui entravent le développement du secteur des hydrocarbures. Et comme vous avez dit, il faudrait une émission entière pour que je puisse étaler quand même certains points et puis voir comment nous pouvons évoluer. D'abord, il y a premièrement une insuffisance du personnel qualifié au sein des institutions de l'État. Il faudrait remédier à cela. Il y a la problématique environnementale que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Il y a les conflits transfrontaliers entre la RDC et d'autres pays. Il y a le climat des affaires qui n'est pas bon.
Et puis, il faudrait financer ce secteur pour pouvoir attirer les investisseurs. Donc, ce sont les 5 points que nous avons évoqués en tant que jeunes ingénieurs du pays et que nous voudrons bien un jour exposer à nos autorités pour voir comment relancer le secteur. Ok. Merci beaucoup, M. Cédric Manoana. Nous avons beaucoup à dire. Le secteur du pétrole, il est tellement vaste et il contient beaucoup de points à décortiquer, mais le temps nous est imparti. Je vais quand même vous demander un dernier mot pour qu'on aille quand même clôturer notre magazine. Voilà, alors je pense que le dernier mot est, d'abord je vais vous remercier parce que vous avez pensé à nous et au secteur pétrolier qui est souvent délaissé et presque méconnu de la population congolaise. Et ce genre d'émission va nous permettre de pouvoir échanger et de faire comprendre à la population l'importance du pétrole, parce que lorsqu'on parle du pétrole, on dit or noir. L'or, c'est parce que ça a un coût, une valeur économique. Noir, c'est par rapport à la couleur. Donc, il faut faire comprendre à la population congolaise que lorsqu'il y a du pétrole, il y a de l'argent et il faut exploiter le pétrole. Et aux autorités, et plus particulièrement au ministre des Hydrocarbures, son Excellence Didier Boudimbou, nous sommes prêts, en tant que jeunes ingénieurs pétroliers, à pouvoir venir prêter main forte à ce secteur afin qu'il puisse aller de l'avant. C'est vrai que nous le faisons déjà à travers différentes conférences nationales comme internationales, mais nous aimerions vraiment apporter notre force, notre savoir à son excellence, ainsi pour développer la République et atteindre l'objectif du président de la République, le peuple d'abord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le pétrole, et comme M. Cédric venait de le dire, c'est de l'or noir, et l'exploitation de cette richesse, les retombées doivent se faire sentir sur la population. Voilà, moi je vous dis merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre, et je vous donne rendez-vous une prochaine fois dans un tout autre numéro de Entre et Prend. Bye et à la prochaine.